Alors ça a fait château de cartes, c'est parti partout. Donc comme on est sur des hauteurs ici, tout est tombé, quoi. Donc quand ça arrive, c'est dur, mais quand on réalise vraiment, on se dit c'est pas possible. Devant l'ampleur de l'événement, de toute façon on est effondré. Moi je me souviens, je rentrais de Colmar. J'ai entendu ça à la radio, je suis arrivé chez moi et arrivé à la sortie de Toul, je connais le massif de Maine, je dis à ma femme, il n'y a plus de forêt de Maine. Elle me dit, t'es fou. Je dis, non, je voyais parce qu'il restait des arbres en liseré, mais je voyais bien que c'était un trou derrière. On connaît nos forêts. J'ai appelé mon patron et je lui ai dit, Daniel, tu peux rayer le massif de Maine de la carte forestière, il n'y en a plus. T'es fou, mais c'est pas grave. Et puis, un constat a été fait que c'était ça. Il faut considérer que le massif de Maine était détruit à plus de 90%. Ça, faut l'avaler. Mais très rapidement, comment le métier reprend le dessus, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Alors, ça a été difficile de s'organiser, mais le métier a pris là-dessus. Et puis, il faut faire avec Dame Nature, comme on dit, hein, parce qu'on n'y croyait pas, l'ampleur du dégât, quoi. Bon, c'est comme ça, quoi. C'est sûr. Mais c'est à ce côté relationnel, avec quelque chose qui n'est pas humain, hein, mais qui est formidable, puisque la preuve, c'est qu'on en parlerait toute la nuit, hein, de toute façon. Je sais que continuerai à aller voir mes forêts. J'aurai plus d'intervention, mais je suis tout prêt, donc je garderai cette relation, quoi. Puis je la vois pousser, moi j'aime bien. Je vois évoluer, je vois des très bons côtés. La vie, j'ai appris que la nature, elle vivait aussi un peu comme nous. Ça évolue un peu comme nous, ça grandit. Voilà. La verdure. Puis, moi j'aime bien écouter la nature des fois. J'aime bien en fait me promener des fois un peu toute seule, être en solitude, comme ça dans la nature. Je sais pas. Je pense que quand même les hommes ils vont quand même un peu le dégrader, encore un peu, mais ils peuvent aussi améliorer les choses. L'agriculteur, pour ça, faudrait laisser une parcelle témoin pour dire tiens, cette année, il n'y a pas eu le passage de telle ou telle chose. Vous voyez, comme ça vient vite, hein, parce que les gens ne s'aperçoivent pas, ils voient l'agriculteur, il joue le rôle d'entretien aussi de la nature. Hein. Je pense que l'agriculteur est un maillon de la chaîne. Hein. On a dit que 2 départements ont nourri la France. Hein. Oui, bien sûr, 2 départements peuvent nourrir la France, mais bon, vous allez voir ce qui se passe en Amérique du Sud. Quelques exploitations vous font la France presque. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fera du reste? Parce que, comme je vous disais, c'est aussi l'entretien de la campagne et tout ça. C'est un entretien vraiment vital. Hein. Et puis, alors tout est un peu lié, quoi. Il faut que l'agriculteur aussi arrive à vivre s'il veut se ressortir un salaire. Hein. On constate de façon systématique que quand le castor est présent dans un site, il y a une richesse du milieu qui est importante. L'homme a un petit peu bridé le milieu naturel en le rendant très artificiel, en le bétonnant de façon imagée. On va dire le castor, grâce à son activité, il permet, en termes de milieu naturel, de revenir un petit peu en arrière par rapport à ça, c'est-à-dire de rétablir des milieux naturels extrêmement propices à d'autres espèces, et y compris à la ressource en eau. Donc ça corrige, dans le bon sens, les effets négatifs de l'activité humaine. Donc on va dire tant mieux, c'est bénéfice pour tout le monde, parce qu'il va générer effectivement une végétation étagée le long des berges. Dans la vallée de la Moselle, par exemple, est extrêmement forte et passionnante. Je veux dire, d'une année sur l'autre,
il y a des modifications du biotope qui sont extrêmement importantes par l'impact de la rivière seule. Le castor participe à sa modeste échelle, mais la rivière est quand même extrêmement puissante lors des crues et modifie profondément le paysage. Puis petit à petit, lors de différentes crues, la Meurthe a trouvé que c'était quand même beaucoup plus facile de couper court ici et de rejoindre ce qu'on voit juste devant nous, là derrière le tas de bois. Ça, c'était le lit du ruisseau Masuro qui allait se jeter dans la Meurthe un peu plus loin. Qui est né en fait du déplacement de la rivière, qui à peu près chaque année grappillait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Donc toute cette forêt, en fait, elle est née, elle a poussé de manière totalement naturelle dans les alluvions de la Meurthe. Elle a pris une dimension assez importante. Et puisque si je me place à cet endroit, là ici, voilà. Quand j'avais une dizaine d'années, je venais pêcher ici. Voilà, j'étais en bordure de rivière. Et là, on peut remarquer que la rivière s'est déplacée d'une 50aine de mètres, voire 60 mètres, en l'espace d'une 50aine d'années. Et la nature a envahi tout cet endroit, au détriment de la prairie d'en face, qui elle a perdu 60 mètres. Elle a créé donc une île là-bas, et je pense que peut-être dans quelques années, cette île n'existera plus, puisque la Meurthe n'ira pas faire le détour, elle continuera à passer tout droit, c'est beaucoup plus facile pour elle, surtout en période de crue. Oui, elle était là où il subsiste une sorte de ruisseau, elle passait là. Il y a beaucoup de terres qui vont se retrouver à l'eau. Et d'un côté, ceux qui ont de la prairie de fauche diminuent tous les ans. On sera obligé de refaire les cartes. Donc là, on voit vraiment qu'elle est vraiment sauvage et qu'elle n'en fait qu'à sa tête. L'homme ne peut pas faire grand-chose là, hormis dire on n'a plus de chemin, on en fait un autre, voilà. Mais dire empêcher la Meurthe de grignoter, il faudrait venir amener des rochers, un empilement de rochers, ça coûterait des sommes astronomiques. Et bon, est-ce que le jeu en vaudrait la chandelle? Ça coûterait certainement plus cher que de faire le chemin qui a été fait ici, même si ça a dû quand même coûter de l'argent. Ça coûterait beaucoup plus cher, et puis sans être certain que la Meurthe n'irait pas contourner et repasser à un autre endroit où ça serait encore plus facile, et contourner la barre de rocher qui aurait pu être mise. Donc je pense que c'est pas... Non, c'est inutile. On est, nous, la 11e génération de vignerons dans la famille. Par essence, les Romains qui nous l'ont apporté, et ils le plantaient un petit peu partout, notamment sur les côtes. Dans la fin des 1800, on comptait 35 000 hectares de vignes en Lorraine. Il y a eu beaucoup de phénomènes qui ont en fait que les vignes ont disparu. Petit à petit, plusieurs guerres, l'industrialisation de la Lorraine avec les usines qui étaient proches, et donc peut-être plus facile pour gagner son pain, comme on dit. On a été atteint de phylloxéra, donc petit à petit les vignes ont disparu. C'est la génération de mes parents qui ont su garder un petit peu ce patrimoine, mais c'est une des régions qui a le plus augmenté ses surfaces de vignes en 50 ans. Et aujourd'hui, avec la profession, on est en train de travailler justement pour se réapproprier ces côtes, pour y replanter de la vigne, pour y replanter des arbres, et essayer de faire que ce paysage soit comme à l'origine, aussi beau qu'à l'origine. Bon, c'est tout ce qui nous reste, un petit peu des cartes postales du passé, quoi.
on a du mal à s'imaginer qu'il y ait pu y avoir autant de vignes, quoi. 35 000 hectares de vignes, 40 000, c'est à peu près la superficie de la Champagne aujourd'hui. Tout le monde avait un petit peu de vignes, c'était un petit peu de la polyculture. Il y avait des vignes, il y avait des vergers. Tout le monde avait un petit peu ses vignes pour faire son vin, quoi. C'était une tradition dans le secteur. Ce site, c'était avant les affaissements miniers, c'était un site qui était constitué de prairies, donc situé de part et d'autre de l'Iron. Et donc suite à l'exploitation minière, pour maintenir les galeries hors eau, il y a eu des pompages d'eau qui se sont mis en place dans les galeries avec des rejets dans l'Iron. Donc des quantités, des volumes d'eau assez importants. Aujourd'hui, on fait le constat de la disparition d'une grande partie des zones humides en France et que du coup il faut essayer de préserver, de maintenir au maximum celles qui restent et de maintenir les mosaïques de milieux qui les composent. Donc c'est un site qui est complètement soumis aux interventions humaines, malgré son aspect très naturel, qui semble encore assez sauvage. Effectivement, quelle place laisser vraiment à la nature et à l'évolution naturelle des milieux, et quelle place donner aux interventions humaines, sachant que l'ensemble des phénomènes naturels qui ont conduit à l'apparition des milieux naturels sont, pour la majeure partie d'entre eux, complètement bouleversés, voire ont quasiment disparu. Et donc, l'orientation qui est généralement prise aujourd'hui dans ce domaine, c'est plutôt d'essayer de conserver en l'état ce qu'on a encore aujourd'hui, et de bloquer quelque part un peu la dynamique naturelle des milieux pour maintenir un état, l'état actuel des milieux naturels. Mais c'est effectivement dans le paysage se traduit très clairement la présence de l'homme. Alors à la fois de par l'origine quelque part artificielle du site, mais aussi de par la présence d'une grande surface de milieux de prairies qui, sans l'intervention humaine, évoluerait de la même façon avec une fermeture des milieux. Donc situé de part et d'autre de l'Iron, donc il joue un rôle d'épuration, de filtration des polluants qui permet de maintenir, voire d'améliorer la qualité de l'eau de l'Iron. Donc à ce titre, voilà, c'est un site qui est relativement intéressant pour ça. C'est aussi un site, toujours de par sa localisation en bordure de l'Iron, qui joue un rôle en termes d'expansion des crues et de soutien d'étiage du cours d'eau. Donc en fait, c'est une éponge. Pendant les périodes pluvieuses, notamment en hiver, c'est un site qui stocke de l'eau. Et il la restitue petit à petit pendant les périodes plus sèches. Il la restitue donc au cours d'eau, ce qui permet de maintenir un certain débit d'eau dans l'Iron. Et donc voilà, c'est donc un site qui joue à la fois un rôle d'éponge et un rôle de rein par le rôle de filtration et d'épuration des eaux. Donc, c'est un site qui joue un rôle vraiment très important en termes de qualité d'eau. C'est un peu une poche, un petit écrin de nature au sein de secteurs qui globalement au niveau biodiversité sont relativement pauvres et assez dégradés. Enfin, on estime que sur un territoire donné, il y a entre 5 et 10% de la surface qui est constituée de zones humides. Donc voilà, c'est relativement peu. Donc il nous reste encore quelques joyaux et qu'il faut absolument réussir à préserver. En plus de communiquer sur l'ensemble des services rendus par ces zones humides, au-delà de leur intérêt en termes de biodiversité, c'est de mettre en avant ces rôles
dans la lutte contre les inondations, ses rôles dans l'amélioration de la qualité des eaux, des cours d'eau, des nappes, pour essayer de faire prendre conscience aux acteurs la nécessité de les préserver. Précédemment, c'était un espace qui était essentiellement agricole, forestier, avec des petits villages. Et avec l'exploitation de la minette, s'est développée ici une activité industrielle. La topographie qu'on voit est totalement artificielle. Il faut imaginer que sous ce belvédère où nous nous trouvons en ce moment, on avait des hauts fourneaux, on avait un laminoir, on avait des ateliers de finissage, toute l'activité sidérurgique qui permettait la production des rails de Micheville. Tout ça, la nature a repris ses droits sur la partie de friche minière. Aujourd'hui, c'est devenu un espace naturel sensible parce que de très nombreuses espèces sont venues s'installer sur ces espaces-là. Donc la trace la plus visible dans le paysage de ce passé encore tout récent, c'est en définitive l'habitat, avec les cités ouvrières et minières qui sont très présentes dans ce paysage, qui sont implantées sur les versants exposés nord, là où il n'y avait pas de minettes à exploiter, là où il n'y avait pas la place pour installer les usines de la sidérurgie. L'urbanisme dans cette vallée, comme dans d'autres vallées sidérurgiques, a été pensé de façon fonctionnelle. On a d'abord placé les usines en fonction des lieux d'exploitation et on a implanté l'habitat à proximité de l'usine en créant tout un réseau de circulation piétonne qui permettait aux ouvriers d'accéder rapidement à l'usine. Donc le centre de la vie dans cet espace, c'était l'usine, c'était pas le centre-ville quelque part, c'était vraiment l'usine. Et ce cœur de l'agglomération a disparu avec la démolition des usines. Encore les artères, on n'a plus le cœur, on va redonner le cœur sur le site de Micheville en aménageant cette plateforme. Les habitants qui ont vécu l'époque sidérurgique voient ici des friches, nous parlent de la friche de Micheville. Les habitants qui viennent sur ce territoire voient des espaces naturels. Et donc là, ça montre qu'on a un potentiel, on peut facilement changer l'image qu'on donne de ce territoire donc à l'extérieur, puisque pour les gens qui viennent de l'extérieur, il y a déjà une richesse, ce sont déjà des espaces naturels. Il faut encore qu'il y ait un travail sur l'identité des habitants de ce territoire qui sont restés ancrés dans le passé sidérurgique et minier et qui ne voient pas encore forcément tous la richesse qu'il y a dans ces espaces qui sont en évolution aujourd'hui, qui reprennent un caractère naturel. On a essentiellement quand même des gens qui ont vécu l'époque sidérurgique et qui nous parlent d'un paysage disparu, qui était marqué par des sons, avec les sirènes des usines qui rythmaient le temps, avec des lumières aussi, des odeurs, des fumées. On nous dit qu'il n'y avait jamais une nuit noire ici avec les hauts fourneaux. Les ciels étaient parfois roses, parfois verts. Voilà. Et en fonction du vent, on entendait la mine ou l'usine. Donc avant, sans même sortir de chez soi, on savait dans quel sens tournait le vent. Donc voilà, les personnes qu'on rencontre qui ont 60, 70 ans nous racontent ça, quoi. Et voilà, c'est encore très récent, c'est complètement dans leur identité. Et aujourd'hui, il faut arriver à faire évoluer cette identité et retrouver de nouvelles raisons d'être fier d'habiter ce territoire. On sera fier d'habiter non pas à côté de la friche de Micheville, mais à côté de l'espace naturel sensible de Micheville. Sur ce territoire-là, la première réponse qu'on aurait envie de donner, c'est que c'est l'homme qui fait le paysage, puisque ce paysage a été complètement façonné par l'activité minière et sidérurgique. La topographie a été modifiée, les constructions, l'urbanisation de la vallée s'est faite en fonction de l'activité minière et sidérurgique. Je
Je suis persuadé que le paysage que l'on habite a une influence sur nos comportements. Je pense que lorsque on a le sentiment d'habiter un beau paysage, on va vouloir préserver ce paysage. Lorsque on porte un regard négatif sur le paysage qu'on habite, on va pouvoir accepter de l'abîmer quelque part. Et en tout cas, le regard qu'on porte sur ce paysage va avoir une incidence sur nos comportements. D'être humain, on ne se rend pas forcément compte des évolutions. Peut-être que sur un territoire comme le nôtre ici, les évolutions sont tellement importantes et rapides qu'elles sont perceptibles à l'échelle d'une génération et ça peut être déstabilisant. Si on se place sur une échelle de plusieurs générations, c'est de toute façon un paysage qui va évoluer. Aujourd'hui, Rome n'est plus comme Rome était à l'époque de César. Et tout le monde accepte que Rome a évolué. Tous les territoires ont évolué. Il faut savoir préserver certains éléments qui sont les racines de cette population sur ce territoire, les valoriser, en faire de nouveaux atouts pour progresser, faire un nouveau projet. Que pour autant il faut sanctuariser et donc décider qu'on fiche tout, quelque part c'est ne pas admettre que d'autres puissent venir après nous et je pense pas que ça soit la bonne voie.